15h tous les dimanches, toute l'Europe sur France Bleu 107.1. C'est une heure aujourd'hui pour échanger sur ce qu'il se passe ailleurs en Europe, qui serait susceptible peut-être d'avoir un impact sur les autres États membres et donc sur le nôtre de quotidien. Direction l'Espagne, élections législatives en ce dimanche 20 décembre. Des élections tendues et incertaines, a-t-on pu lire dans la presse. Le conservateur Mariano Rajoy sera-t-il reconduit? Quel sera le poids des jeunes partis Ciudadanos et Podemos? Quel impact sur l'indépendance de la Catalogne? Un aperçu cet après-midi sur France Bleu 107.1 des enjeux de ces législatives espagnoles, tant au niveau national finalement qu'au niveau européen. 3 invités. Au téléphone, parce qu'il est en Espagne justement, l'eurodéputé socialiste Enrique Guerrero. Bonjour. Bonjour. Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Región. Bonjour. Buenas tardes. Et la politologue spécialiste de l'Espagne, Barbara Loyer. Bonjour. Bonjour. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, avec la complicité également de Marie-Christine Vallée, la Madame Europe de Radio France. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Géraldine. Et Jules Lastenay pour le site touteleurope.eu. Bonjour Jules. Bonjour Géraldine. Et Jules qui, dans les minutes à venir d'ailleurs, nous présentera 4 des candidats tête d'affiche. L'émission, elle est disponible en podcast via iTunes et l'application Radio France Podcast. Elle est en ligne également sur le site partenaire de votre émission, touteleurope.eu. Juan José Dorado, première question. Dimanche dernier, c'était en France que nous votions. Élections régionales. Est-ce que les Espagnols se sont passionnés ou pas pour nos élections ? Ils se sont passionnés parce que les enjeux en France étaient importants, et pas que pour la France, mais aussi pour l'Europe, puisqu'effectivement, on suit de très près la montée du FN, et donc on était inquiets, on voulait savoir si les Français allaient vraiment virer à la droite extrême. Ça n'a pas été le cas. Enrique Guerrero, être socialiste en France et être socialiste en Espagne en cette période, même combat ou pas ? Oui, bien sûr, nous sommes pas les mêmes partis, mais la même idéologie, la même vision politique. Nous étions aussi passionnés avec les élections françaises, pas seulement en Espagne, mais en toute l'Europe. Au Parlement européen, cette semaine, nous sommes réunis à Strasbourg et nous avons analysé la situation en France, la croissance de l'extrême droite, que c'est pas seulement un phénomène français, mais qu'il arrive dans plusieurs pays de l'Union européenne, et nous sommes compromis, tous les socialistes européens et même les socialistes espagnols, à combattre cette sorte d'extrémisme. Barbara Loyer, vous êtes politologue, spécialiste de l'Espagne, on l'a dit. Est-ce que le paysage politique espagnol a des similitudes avec le nôtre ? C'est un paysage politique, je pense, assez différent parce que l'histoire de l'Espagne est vraiment quand même très différente de la nôtre. Je pense que l'histoire du franquisme et de la Constitution de 1978 sont des références importantes pour les Espagnols. Est-ce qu'ils doivent réformer leur constitution? Est-ce que ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'était bien ou c'était pas bien? On est sur vraiment une réflexion sur le modèle démocratique qui est plus profonde, avec une possibilité ou des ouvertures vers de possibles réformes qui semblent plus à portée de main des citoyens qu'en Espagne. Donc je pense qu'on est dans un système, on va dire géopolitique, une perception de la politique qui est différente et un rapport à l'histoire qui est aussi assez différent. Les inquiétudes, par contre, entre Espagnols et Français sont peut-être les mêmes. Les inquiétudes, ce sont les inquiétudes de la crise économique, mais la crise économique en Espagne est beaucoup plus sévère, ce qui d'ailleurs met en valeur le fait que les citoyens espagnols ont tendance plutôt à voter, à recentrer leur vote plutôt que d'aller vers des extrêmes, alors qu'ils ont un tiers de la population qui est sur le seuil de la pauvreté, la moitié des jeunes au chômage, un tiers, je crois, des chômeurs seulement qui sont indemnisés. Alors, la profondeur de la crise est beaucoup plus grave et la réponse donnée est quand même différente. C'est une réponse sur comment améliorer ce système, comment le transformer, comment être anti-système sans pour autant forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. On est quand même dans des situations, encore une fois, qui sont comparables, mais qui sont franchement pas les mêmes.
Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'est tous les dimanches, c'est à 15h. Et aujourd'hui, parce que nos voisins espagnols votent, ensemble on s'interroge sur les enjeux de ces législatives. Jules Lastenay, 4 candidats en lice. D'abord peut-être Mariano Rajoy. Oui, c'est le Premier ministre sortant, il a 60 ans. C'est un politicien qu'on peut dire qu'il est extrêmement expérimenté. Il est chef de son parti, le Parti populaire, conservateur depuis 2004 déjà. Plusieurs fois ministre, avant ça, de l'ancienne figure de proue du parti, José María Aznar. Bref, Mariano Rajoy, c'est une figure incontournable de la vie politique espagnole. Et pour ces élections, c'est justement cette carte qu'il cherche à jouer, celle de l'expérience et de la stabilité. Il a 20 ans de plus que son adversaire le plus âgé. Il est le seul à avoir exercé le pouvoir. Il va chercher par tous les moyens donc à se placer en garant de la reprise de la croissance et dans le contexte de la poussée indépendantiste catalane, en garant de l'unité du pays. Il est par exemple contre toute idée de référendum d'autodétermination. Les sondages le placent plutôt en tête, mais avec seulement 27-28% des intentions de vote. Il est donc au coude à coude avec 3 autres partis. Et surtout, un tel score serait vu comme une véritable déconvenue, dans la mesure où sa formation avait recueilli 44% des suffrages lors du précédent scrutin en 2011. Si le Parti populaire devait chuter à ce point, et même en arrivant en tête, il ne devrait donc pas être en mesure d'obtenir la majorité absolue. Cette chute considérable de popularité s'explique principalement par 3 éléments. D'abord, la crise économique, bien sûr. Comme son prédécesseur, le socialiste José Luis Zapatero, Mariano Rajoy est irrémédiablement associé à l'austérité et aux sacrifices immenses qu'ont dû consentir les Espagnols. Deuxième élément, la multitude des scandales de corruption ou encore de financement occulte dans lesquels son parti et donc lui-même ont été impliqués. Et troisièmement, Mariano Rajoy semble le candidat le moins à même d'incarner le changement que la société espagnole semble désirer actuellement. Conservateur catholique, il a par exemple défendu une loi limitant considérablement le droit à l'avortement. Face aux critiques, il est revenu en arrière, mais cette affaire a laissé des traces. La partie s'est donc très serrée pour lui. Barbara Loyer, les Espagnols susceptibles de voter pour Mariano Rajoy, qui sont-ils ? Je pense d'abord qu'il y a une partie des Espagnols qui ont un vote légitimiste, c'est-à-dire pour un pouvoir stable. Ensuite, il y a une partie des Espagnols qui, je pense, craignent que l'Espagne puisse se retrouver dans une situation critique comme l'a été la Grèce, avec une perspective de rester dans le groupe de ces États pestiférés de l'Union européenne qui seraient prêts à faire capoter l'euro et l'Union tout entière. Donc ça, c'est dans ce groupe d'États aux très mauvais résultats qu'a été classé l'Espagne en 2008, 2009, 2010 et que je pense que beaucoup d'Espagnols sont soulagés d'en être sortis et que par conséquent ils vont voter pour une forme de stabilité. Par ailleurs, je crois aussi qu'on est dans un pays où vous avez de grandes différences entre les gens qui ont un salaire et un poste fixe et ceux qui sont dans des contrats extrêmement précaires. Donc il y a toute une partie de l'Espagne qui a tout intérêt à ce que la situation se stabilise pour conserver une position pas forcément très confortable, mais quand même nettement moins pire, nettement moins inconfortable que ceux qui ont des salaires extrêmement bas ou qui sont au chômage. Donc oui, il y a une partie de l'Espagne qui a... Et puis il y a aussi une partie de l'Espagne très affectée par le défi séparatiste catalan. La question catalane, on en parlera plus largement dans le Parti populaire est le meilleur garant de l'unité de l'Espagne. Juan José Dorado, certains pensent que la victoire de la droite aux législatives de 2011 se résume finalement à un rejet plus général du gouvernement socialiste de Zapatero et que donc finalement c'est pas Rajoy qui a particulièrement la cote. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ou pas ? Tout à fait, parce qu'en fait, comme on a signalé, quand vous retrouvez 44% des voix dans des élections législatives, il y a vos voix à vous, la base électorale, mais il y a eu un vote des centres-gauche qui votaient Parti socialiste, qui est allé vers le Parti populaire, tout simplement, effectivement, parce qu'il y avait un rejet très fort de la politique. C'est ce qu'on appelle le vote sanction en France. Le vote sanction en France, avec une grande différence par rapport à la France, c'est que nous n'avons qu'un seul tour. Donc on peut pas... on choisit à qui on vote vraiment puisqu'on ne peut pas se rattraper derrière. Donc effectivement, il y a les bases socialistes, une partie des bases socialistes en 2011 n'étaient pas du tout d'accord avec la politique du gouvernement socialiste et donc ils ont décidé de donner dans tous les pouvoirs au Parti populaire parce que déjà avec Felipe González et l'arrivée d'Aznar, il y avait une
situation économique très difficile, et ça a été le Parti populaire qui était le plus à même, effectivement, de retrouver une économie assainie. Et donc, effectivement, il y a une partie de la gauche qu'en 2011 est allée vers le Parti populaire. Le candidat socialiste, justement, Jules Lastonnet, il s'agit de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, tout à fait, c'est le chef de file du PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol. Alors, portrait robot, il a 43 ans, il a une allure un peu de gendre idéal, il est grand, séduisant et, on pourrait dire, un peu plus charismatique que Mariano Rajoy. Pedro Sánchez n'est en revanche, contrairement à son adversaire du Parti populaire, pas sur le devant de la scène depuis très longtemps. Il n'a repris les rênes de son parti que l'an dernier, après la défaite de son camp aux élections européennes. Et pour dire vrai, jusqu'alors, il était surtout qu'un second couteau. Plusieurs fois élu, d'abord au niveau local et comme député, il était tout sauf tête de liste et il a été rattrapé ensuite avec les désistements des uns et des autres. Quant à sa conquête du PSE, elle ressemble fort à celle de Matteo Renzi en Italie. Même méthode, même ligne politique, un centre-gauche qu'on pourrait qualifier de décomplexé, pragmatique et volontiers critique de son propre parti et même de l'Europe s'il le faut. Dans cette campagne 2015, toutefois, le fait est que Pedro Sánchez, à l'inverse de son modèle italien, qui est un véritable bulldozer politique, peine à soulever les foules. Son parti n'est crédité que d'environ 21-22% des suffrages, ce qui ne serait rien de moins que le pire score du PSE, et là je parle sous couvert de nos invités, depuis 1933. Au pouvoir durant les 3 premières années de la crise, de 2008 à 2011, le Parti socialiste espagnol demeure en effet associé, comme je l'ai dit tout à l'heure, au triste souvenir de la crise. D'autant que du point de vue du message, Pedro Sánchez est aujourd'hui davantage dans la critique du bilan des conservateurs que dans la formulation de solutions nouvelles pour l'avenir. Contrairement d'ailleurs à ses adversaires du centre et de la gauche radicale, qui ont le mérite de la nouveauté et qui, à en croire les enquêtes d'opinion, sont en train de lui prendre ses électeurs des deux côtés. Au fond, plus que la victoire, qui semble à l'heure actuelle inatteignable, Pedro Sánchez cherchera à ne pas finir à une piteuse 4e place et ainsi à ne pas voir son parti, jusqu'à présent incontournable dans la vie politique espagnole, se faire marginaliser. Enrique Guerrero, lundi soir, j'imagine que vous l'avez vu, débat entre les deux têtes d'affiche, une ambiance relativement véhémente, même agressive, confrontation finalement de deux rivaux. Vous l'avez regardé ? Oui, je l'ai regardé. Et vous en avez pensé quoi ? Je crois que c'est les sortes de débats qui... on doit attendre le résultat ce soir pour voir la réaction que les Espagnols, les citoyens, les votants ont exprimé autour de toute la campagne électorale. Moi, je suis un politologue. Nous discutons toujours aussi l'influence de la campagne dans le résultat des élections. Il semble que les campagnes ne sont pas très importantes, mais je crois que dans cette occasion, ça sera important. Et pas pour ce débat, mais pour les nouveautés qui apparaissent dans la scène politique espagnole. C'est la première fois que vraiment les débats, c'est pas bipartisan, mais sont 4 partis politiques qui vont obtenir des représentations très importantes. Et je crois que le débat a été pas tellement propositif et qui a été plutôt une confrontation de critiques parmi les deux partis politiques les plus importants. Justement, l'exercice préféré de Mariano Rajoy, on le sait, surtout quand il est opposé à un socialiste, c'est de remettre le débat de son secteur favori, à savoir l'emploi. Il a rappelé qu'entre 2008 et 2011, lorsque les socialistes gouvernaient, 3,7 millions de personnes avaient perdu leur travail. Et que de ce côté-là, la situation aujourd'hui allait mieux. Il a raison ou pas ? Oui, mais vous savez, comme M. Dolaro il a dit, la crise a coupé, et même la politologue qui nous accompagne, la crise économique a été terrible en Espagne. Et surtout les 3 premières années qui se correspondent avec la fin de la seconde législature de Rodríguez Zapatero. Nous avons perdu vraiment beaucoup de postes de travail et a été difficile de commencer à récupérer la création d'emplois. Mais même maintenant, après 7 ans de la crise, il y a moins de personnes qui travaillent en Espagne qu'en 2007. C'est-à-dire, le chômage a diminué un peu, mais a diminué parce qu'il n'a pas croissé la population active. Ce sont moins de gens qui travaillent, moins de gens qui vont à demander le travail.
Alors, on ne peut pas dire que la gestion des socialistes a été bien bonne, mais pas non plus la gestion des partis populaires. Et ça, c'est la force des nouveaux compétiteurs, parce qu'ils n'ont pas dépassé, ils n'ont pas de responsabilité dans la gestion de la situation économique et sociale, et alors ils sont les bénéfices de la doute. Mais les bénéfices de la doute, c'est pas tellement quelque chose qui doit guider la décision politique, parce que c'est pas sur le passé qu'on vote, mais sur le futur. Ben justement, les nouveaux, parlons des nouveaux troisième hommes, Jules Lastenay, Pablo Iglesias. Oui, du parti Podemos, qui signifie « nous pouvons ». À mon sens, il s'agit ni plus ni moins du Alexis Tsipras espagnol. C'est un altermondialiste de 37 ans, figure de proue du mouvement des indignés qui avait envahi les places madrilènes en 2011 afin de s'élever contre l'austérité. Comme son alter ego grec, Pablo Iglesias a prolongé son engagement militant en se lançant en politique et en sonnant la charge contre les élites politiques et économiques. Premier et actuel dirigeant du mouvement Podemos, fondé en janvier 2014, il est élu député européen dans la foulée en mai de la même année, et c'est le début d'une irrésistible ascension qui le conduit à conforter sa place de premier secrétaire du parti en novembre 2014 avec le score assez soviétique de 88,6% des voix. En quelques mois, son discours s'est néanmoins un peu polissé, sa communication télévisuelle, qui était au début très hésitante, a été un peu corrigée. Et fort des conquêtes des mairies de Madrid et de Barcelone, certes avec des candidates qui ne sont pas de Podemos mais qui ont été soutenues par ce mouvement, Pablo Iglesias devait donc aborder le scrutin national en position de force. Sur le terrain, le choix des mots est sans équivoque, les élites sont des escrocs. Toutefois, les intentions de vote en faveur de Podemos sont plutôt en deçà des attentes, aux alentours de 18%. Il est concurrencé par l'autre nouveauté, de centre-droit qui a le vent en poupe, Ciudadanos, j'y reviendrai dans un instant. Et Pablo Iglesias, dont le discours radical peut logiquement heurter, voire inquiéter, commence à marquer un peu le pas, peut-être au plus mauvais moment pour lui. Barbara Loyer, j'aimerais comprendre. Mai dernier, tout le monde ne parlait que de Podemos. On s'imaginait déjà l'Espagne virer radicalement à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? D'abord, le vote n'a pas encore eu lieu et les derniers sondages montrent qu'ils sont apparemment en train d'inverser la tendance. Il n'est pas sûr qu'il n'ait pas de meilleurs résultats que ce qui était prévu en novembre dernier. Donc c'est un parti composé de fins tacticiens et qui sont peut-être capables de changer le cours des choses. Donc c'est encore très incertain et on a encore une vingtaine de pourcents d'électeurs qui ne ont pas dit dans les sondages pour qui ils allaient voter. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que Podemos a créé un effet de mode parce que c'est un parti avec les grandes manifestations très télévisuelles. Je pense qu'on est dans une forme de politique très télévisuelle. L'indépendance catalane est aussi télévisuelle. On fait des grandes manifestations qu'on peut filmer par hélicoptère. Et Ciudadanos l'est beaucoup moins. C'est un parti qui, lui, propose des réformes profondes, pas toujours, dont on ne sait pas exactement si elles vont fonctionner ou pas. Donc c'est un parti qui plus pragmatique et qui vend moins une image, on va dire, moins simple. Podemos a fonctionné sur des idées très simples. Il y avait une caste, c'était les mauvais. Il y avait un régime de 1978 issu de la Constitution, il fallait la changer. Le peuple allait changer les choses, le peuple savait bien faire, les choses étaient simples. Donc sur ce discours simpliste, sur lequel qu'ils ont un petit peu aujourd'hui modéré, on va dire, Podemos a pu conquérir les désirs d'espoir, on va dire comme ça, parce que c'est ça, hein, c'est plutôt du désir d'espoir et ils ont labouré ce champ-là. Ciudadanos, peut-être le candidat le moins connu du grand public. Oui. Il s'appelle Albert Rivera. Oui, c'est ça. Le moins connu, en tout cas à l'étranger. Il est aussi le plus jeune, 36 ans, parmi les 4 têtes d'affiche de ces élections. Il préside pourtant le parti Ciudadanos depuis 2006 déjà. Il s'est d'abord engagé en politique contre le nationalisme catalan, région dont il est originaire, et pour cela même il recevra des menaces de mort. C'est un ancien champion de natation, pour l'anecdote. Sa progression politique est récente, tout comme le développement de sa dimension nationale. Sur le plan politique, Albert Rivera défend un programme libéral sur le plan économique et plutôt fédéral pour l'Espagne et l'Europe. Il entend mettre un terme à la corruption et c'est pour ça qu'il réfute pour le moment toute possibilité d'alliance avec le Parti populaire. Il est pour la suppression du Sénat ou encore la mise en place d'un contrat de travail unique pour mettre un terme au travail temporaire.
Partisan d'une ligne résolument réformatrice et progressiste, il s'est positionné en faveur du mariage pour tous. Et force est de constater que pour le moment, sa stratégie semble plutôt payante. Il est parti de nulle part. Aujourd'hui, il est au coude à coude avec le PSOE et Podemos pour obtenir la 2e place avec environ 20% des intentions de vote. Il est devenu la coqueluche des médias, peut-être même des Espagnols, nous verrons. Albert Rivera peut espérer ringardiser Mariano Rajoy et supplanter Pedro Sánchez en tant que jeune premier réformateur, mais néanmoins rassurant. Et dans son intention de pousser l'Espagne vers une seconde transition, après celle du franquisme, Albert Rivera ne sera finalement concurrencé que par Pablo Iglesias, qui est l'autre trublion de cette fin de bipartisme espagnol. Changement en douceur ou quasi-révolution, réponse ce soir. Justement, Juan José Dorado, Albert Rivera, un trublion ou c'est bien plus que ça ? C'est bien plus que ça, puisque Albert Rivera est arrivé en politique en 2006 dans des moments très compliqués. Donc d'abord, son parti est né en Catalogne, c'était un parti catalan, contre l'indépendantisme catalan. Donc en 2006, il a pris la décision de représenter l'unité de l'Espagne et c'était très compliqué. Et on disait effectivement en 2006, il va disparaître, même s'il a 3 députés au Parlement catalan. Et on se retrouve qu'en 2015, il pourrait vraiment décider qui va être le prochain président du gouvernement. C'est quelqu'un qui est engagé en politique parce qu'il croit dans la politique. Il a beaucoup augmenté dans les sondages parce qu'il est arrivé pour faire le contrepoids des Pablo Iglesias à Podemos. On disait tout à l'heure, en novembre, on ne parlait que de Podemos. Effectivement, parce qu'il n'y avait que Podemos pour remplacer les 2 grands partis politiques espagnols, mais avec l'arrivée effectivement au niveau national des Ciudadanos, le contrepoids est fait et il ne faut pas oublier que l'Espagne n'est pas un pays d'extrême. Elle ne l'a jamais été après la démocratie, parce que l'Espagne n'est pas allée, comme beaucoup croyaient, vers la gauche communiste après Franco. Non, ils sont allés plutôt vers le centre des socialistes. Et l'extrême droite n'existait pas en Espagne, pratiquement, en tant qu'extrême droite organisée. Donc les Espagnols ne sont pas du tout des extrémistes dans son vote. Et l'arrivée d'Albert Rivera leur a permis effectivement de se recentrer. Parce qu'en fin de compte, les Espagnols, comme disait Barbara, souhaitent l'instabilité, et l'instabilité est rarement dans les extrêmes. Dimanche 20 décembre, c'est aujourd'hui, élection législative en Espagne, changement en douceur ou quasi-révolution, donc réponse ce soir. Et déjà quelques éléments de réponse cet après-midi ensemble sur France Bleu 107.1 avec nos invités. L'eurodéputé socialiste Enrique Guerrero, il est au téléphone puisqu'il est en Espagne. Juan José Dorado en studio, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Réunion. Et la politologue spécialiste de l'Espagne, Barbara Loyer. France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe. Session charts, à savoir 3 refrains empruntés à nos voisins européens juste par curiosité, comme ça pour savoir ce qu'ils écoutent en ce moment. Très logiquement accrochés d'abord par l'Espagne, avec dans le top 5 cette semaine, ils ont plus la cote finalement que Mariano Rajoy et tous les autres. Cali avec El Dandy, Juan Magán et Sébastien Ratia. Ils sont dans le top 5 espagnol. Eux sont belges. Emma Bale et Milo. I no longer listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. Give me some time and I'll figure this all out. And why am I waiting on the other side? And why do you say I'm wrong when you know I'm right? I need lucky numbers and Charlie's phrase and fortune cookie on rainy days. And I say un duo 100% belge, Emma Bale et Milo. Et enfin, ensemble, découvrons le joli brin de voix de celle qui est 2e des charts portugais, Maritza. Maritza, elle est portugaise. 2e session de charts avant 16h. Nous irons en Allemagne, en Suède et nous écouterons le pianiste Ludovico Einaudi. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu. 15h, 16h tous les dimanches, toute l'Europe sur France Bleu 107.1, disponible aussi en podcast via iTunes, via l'application Radio France Podcast et puis à chaque fois
On s'intéresse ensemble à l'actualité européenne et à ce qu'il fait la une chez nos voisins européens. Marie-Christine, votre revue de presse. Eh bien, tout d'abord, l'Allemagne, avec l'accueil des réfugiés, contesté par son parti, la CDU, Madame Merkel a répondu que l'accueil des réfugiés sera maintenu, même si elle en limitera le nombre, mais elle a aussi défendu Schengen. L'idée européenne importe plus à ses yeux que les états d'âme de son propre parti, constate le journal Süddeutsche Zeitung. Pourtant, ce n'est pas parce qu'elle a été applaudie au congrès de la CDU qu'elle a remporté la partie, estime Der Standard en Autriche. Si le nombre de réfugiés ne baisse pas sensiblement, comme elle l'annonce, ses détracteurs ne cesseront de hausser le ton et il lui sera alors difficile de trouver un discours nouveau. Au même moment, on veut renforcer l'agence Frontex par une force de 1500 gardes-frontières. Ça s'imposait, affirme le journal belge L'Écho. Poussée par la pression migratoire, par le terrorisme et la montée de l'extrême droite, l'Europe commence à bouger. C'est donc bien une avancée, mais elle n'aura de sens que si elle s'accompagne d'une vraie politique migratoire commune, écrit ce journal belge. Mais dans ce projet, le soir de Bruxelles y voit quelque chose d'inouï. La Commission européenne aurait le pouvoir d'envoyer un contingent européen de gardes-frontières pour ramener l'ordre à une frontière mal gérée par l'un de ses États membres. Alors pour le journal, ce serait un véritable transfert de souveraineté démocratique. Bien commenté aussi les régionales françaises, le Corriere della Sera trouve qu'en appelant à s'opposer au Front National au nom du risque de guerre civile, les socialistes français n'ont pas choisi les mots justes. Le journal italien pense qu'il n'est pas judicieux d'exclure des responsabilités un parti qui pèse 27%, car ceci lui permet de continuer son ascension sans faire ses preuves face aux problèmes concrets qu'il faut régler, estime le journal de Milan. Autre journal italien, Il Sole 24 Ore tire les leçons du scrutin. Les partis traditionnels de l'après-guerre sont incapables de comprendre les inquiétudes profondes de ces sociétés désorientées par l'européanisation et par la mondialisation. Entre la croissance molle et le marché du travail en chute libre, aucune réponse n'a été apportée, écrit l'éditorialiste Adriana Ceretelli. Pour l'avenir, il faut des solutions, avance le journal français Les Échos. Et il verrait bien un gouvernement de coalition pour accélérer les réformes et donner un avenir à la classe moyenne, afin, dit-il, d'assécher le terreau du FN. Ou alors, poursuit le journal, on pourrait créer de nouveaux partis comme en Espagne. Il ferait alors des propositions nouvelles aux jeunes pour noyer le Front National. À Londres, le Financial Times se préoccupe du Brexit, la sortie possible de la Grande-Bretagne de l'Union. Le journal en est sûr, les Britanniques s'y opposeront parce que, selon lui, les Britanniques se défoulent aux élections européennes et aux scrutins locaux, mais quand ils votent par référendum sur une question existentielle, ils ont plus de sang-froid. Enfin, la Roumanie est l'une des dernières à le faire. L'interdiction de fumer dans les restaurants et les discothèques a été adoptée cette semaine, mais la mise en œuvre ne sera pas simple, pense le quotidien Adevarul. Déjà, dit-il, il est interdit de fumer dans les institutions publiques. Or, les parlementaires fument et pour entrer dans les salles d'attente des hôpitaux, il faut souvent traverser un nuage de fumée. Alors, comment convaincre les propriétaires de bars de faire appliquer cette interdiction? Le journal roumain est plus que sceptique. Alors je voudrais revenir sur cette proposition du journal français Les Échos qui pense que l'apparition de nouveaux partis en Espagne est un modèle, est un exemple. Est-ce que vous, en tant que journaliste, Juan José Dorado, vous avez observé que ces nouveaux partis ont relancé ou stimulé la vie politique espagnole ? Elles ont relancé et stimulé la vie politique espagnole. L'Espagne, depuis l'arrivée de la démocratie, a su créer des partis politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, qui ont donné de la vie à cette politique espagnole. Et justement, c'est l'arrivée des Podemos, c'est l'arrivée des Ciudadanos qui met dos au mur les deux grands partis et les oblige à aller de l'avant et à proposer des choses différentes. C'est vrai que l'Espagne est un pays qui est gouverné depuis 78 avec la nouvelle constitution par deux partis, puisqu'on oublie le centre des premières années, par deux partis, le Parti populaire et le Parti socialiste, mais on oublie que l'Espagne est aussi un pays qui vote un seul tour avec la proportionnelle et que dans son parlement a au moins une dizaine de partis politiques. On parle du PP et du PSOE, mais on oublie qu'il y a les partis régionalistes, les Basques, les Galiciens, les Catalans, et puis il y a d'autres partis. Donc la vie est riche politiquement en Espagne. Le fait d'avoir beaucoup de partis dans un parlement n'empêche pas de gouverner.
L'Espagne le montre depuis 78. Donc oui, à l'arrivée des partis, surtout quand il y a des nouvelles idées. Le problème, c'est quand il y a des partis qui se forment pour proposer toujours la même chose. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec Marie-Christine Vallée, la référence européenne de Radio France. Pour le site touteleurope.eu, aujourd'hui, Jules Lastenay. Nos invités, l'eurodéputé socialiste Enrique Guerrero, Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Réunion, et Barbara Loyer, politologue spécialiste de l'Espagne. L'Espagne où se déroulent en ce moment même les élections législatives. Votre émission, elle est disponible en podcast sur les plateformes de Radio France et de France Bleu, via iTunes et via l'application Radio France Podcast sous le nom 107.1 Toute l'Europe. France Bleu. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 à Paris. On s'intéresse aujourd'hui à l'issue des élections législatives en Espagne, puisque nos voisins votent en ce moment même. Scrutin susceptible peut-être de sonner la fin du bipartisme PP et PSOE, défiés donc, on l'a dit, par deux mouvements, Podemos et Ciudadanos. Il nous reste une demi-heure pour échanger ensemble sur les enjeux de ces élections, tant au niveau national qu'au niveau européen. 3 invités au téléphone, parce qu'il est en Espagne, l'eurodéputé socialiste Enrique Guerrero, Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Réunion, et la politologue spécialiste de l'Espagne, Barbara Loyer. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 tous les dimanches, avec la complicité de Jules Lastenay pour le site touteleurope.eu et de Marie-Christine Vallée, la Madame Europe de Radio France. Question incontournable, on l'a d'ores et déjà un petit peu abordé de cette campagne législative espagnole, c'est la question catalane. Qui dit quoi? Qui compte faire quoi? Barbara Loyer, vous l'avez dit, c'est important. Alors c'est important parce que l'Espagne, on peut peut-être faire un petit rappel sur la façon dont elle s'est constituée, mais on a une constitution qui est la constitution d'un pays unitaire décentralisé. La constitution a été écrite avant que les communautés autonomes n'existent, sauf pour 3 territoires qui avaient déjà voté des statuts d'autonomie dans les années 30 et qui étaient la Catalogne, le Pays Basque et la Galice, mais qui ne sont même pas nommés dans la Constitution. Et donc du coup, on est dans un système qui est unitaire en ce sens que vous avez ensuite dans les années 80 des communautés autonomes qui se sont mis en place, mais pas véritablement de système de participation de ces communautés autonomes à l'élaboration de la volonté générale. Et donc petit à petit, ce système s'est grippé, d'autant plus que, comme il a été tout à fait justement rappelé tout à l'heure, les minorités nationalistes au Parlement ont quand même joué un rôle important dans l'évolution institutionnelle espagnole, puisqu'à chaque fois qu'un parti gagne les élections sans avoir la majorité absolue, il a besoin des votes des partis nationalistes régionaux au Parlement pour l'investiture du président du gouvernement, du Premier ministre, et donc à ce moment-là, le Premier ministre cède un certain nombre de compétences et fait évoluer le système, l'étendue du pouvoir des gouvernements autonomes. Donc du coup, l'enjeu, si vous voulez, là, de ces élections, c'est quand même de savoir si on va ou pas réformer cette constitution pour stabiliser un système qui s'est grippé au point qu'aujourd'hui, vous avez un mouvement séparatiste catalan qui a pris une importance inédite dans l'histoire de la démocratie du XXe siècle espagnol. Et les candidats, les 4 dont nous venons de parler, Juan José Dorado, ils se situent comment sur cette question catalane? Ils tournent en rond? Pas vraiment en rond, mais c'est assez intéressant. Vous avez Podemos qui veut un référendum d'autodétermination pour la Catalogne, mais il veut que la Catalogne reste espagnole. Donc, ok, les Catalans peuvent voter, mais nous, si on doit voter, on va demander à qu'elle reste espagnole. Donc oui au référendum, mais pas pour qu'elle soit indépendante. Ça, c'est Podemos. Alors vous avez Ciudadanos, qui est un parti qui veut une Catalogne espagnole, qui est prêt à réformer la Constitution, effectivement, pour qu'il y ait un processus plus ample des transferts des compétences et qu'effectivement on puisse reconnaître l'identité particulière des régions comme la Catalogne, le Pays Basque ou la Galice, au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Albert Rivera est catalan, Ciudadanos est un parti à l'origine catalan. Et puis vous avez le Parti socialiste que je trouve
est pris entre le PP et les autres. C'est-à-dire que lui, il souhaite une Catalogne, sans aucun doute, espagnole, mais de la même façon que Ciudadanos, il souhaite trouver une solution et peut-être effectivement aller vers un État vraiment fédéral, puisque l'Espagne, on parle des autonomies, mais n'est pas vraiment un État fédéral en tant que tel. Et puis vous avez le Parti populaire, ils sont conservateurs, mais surtout, sa position idéologique est fixée par le fait qu'ils sont au gouvernement. Ils disent, c'est Rajoy depuis le premier moment, c'est qu'on peut parler de tout dans la loi, dans le respect de la loi. On ne peut pas organiser un référendum d'autodétermination parce que la loi ne le permet pas. D'ailleurs, les Catalans l'ont demandé et le Parlement, les Cortes espagnols ont dit non. Donc on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la loi. Il faut faire tout ça dans la loi. Mais ça, c'est la position de Rajoy parce qu'il est président du gouvernement. Je suis convaincu que si Pedro Sánchez était président du gouvernement, il aurait à avoir le même discours. En tant que président, vous devez respecter toujours la Constitution. Enrique Guerrero, l'indépendance de la Catalogne, qu'est-ce que cela impliquerait pour l'Espagne et les Espagnols et le reste de l'Europe? Oui, d'abord, l'indépendance de la Catalogne, c'est, disons, impossible. On peut dire qu'il n'y a rien impossible dans la vie, mais du point de vue politique, c'est tout à fait impossible. Le reste de l'Espagne n'accepterait jamais une Catalogne indépendante. La moitié des Catalans ne veut pas une Catalogne indépendante, mais en même temps, il faut admettre qu'il existe une malaise très importante en Catalogne, que la moitié de la population veut trouver une solution différente à le statut actuel de la Constitution espagnole. Mais on doit penser que l'Espagne, c'est le pays le plus décentralisé de l'Europe. Maintenant, c'est vrai, comme a dit M. Enradoda, qu'il n'existe pas vraiment un niveau général, comme il existe, fédéral, je veux dire, comme il existe à l'Allemagne, par exemple, mais il faut perfectionner ça. Peut-être qu'il faut trouver aussi une solution fiscale pour la Catalogne, et en même temps qu'il faut respecter mieux les identités culturelles, linguistiques, les sentiments d'une partie très importante de la société catalane. Alors, puisque l'indépendance est impossible, il faut aborder les problèmes. Il faut aborder les problèmes avec dialogue, pas seulement avec les Catalans, mais avec tout le reste de l'Espagne, trouver une, disons, insertion de la Catalogne plus acceptée par sa population que l'actuelle, mais en même temps, on doit défendre l'égalité de tous les Espagnols, puisque nous parlons en France, disons qu'il doit avoir un consensus républicain sur ce qui appartient à tous les Espagnols, en ce qui concerne les droits, en ce qui concerne les libertés, les politiques sociales, et tout ça à part des questions territoriales. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1, c'est tous les dimanches, c'est à 15h. Et aujourd'hui, parce que nos voisins espagnols votent, eh bien, on s'interroge sur les enjeux de ces législatives. 3 invités, vous l'avez entendu à l'instant. Il est en Espagne, il est au téléphone avec nous, l'eurodéputé socialiste Enrique Guerrero. Juan José Dorado, lui, est correspondant à Paris pour le groupe de presse La Réunion. Et Barbara Loyer, politologue spécialiste de l'Espagne. L'Espagne et l'Europe. Marie-Christine Vallée, depuis qu'elle a adhéré en 86, l'Espagne a une véritable histoire avec l'UE. Oui, et c'est le 1er janvier 86, il y aura bientôt 30 ans, que l'Espagne a adhéré à la Communauté économique européenne. C'était 10 ans après la mort de Franco, une nouvelle étape pour le pays. Cette adhésion lui a permis de développer son économie grâce aux échanges commerciaux au sein du marché commun, même si en contrepartie, elle a dû démanteler des industries que la CEE jugeait à l'époque obsolètes. Dans le même temps, l'Espagne a bénéficié des fonds de cohésion, ces fonds européens qui aident les États membres à rattraper le niveau des autres pays, ce qui lui a servi à construire des infrastructures routières, des écoles, des hôpitaux et à financer des programmes de formation pour les chômeurs. Et elle a été fortement touchée, on l'a dit, par la crise économique de ces dernières années.
Comme l'Italie ou le Portugal, mais moins que la Grèce, l'Espagne a en effet été très touchée par la crise et un peu avant les autres pays. Ça a commencé en 2007 quand son secteur de l'immobilier s'est effondré. L'Espagne construisait alors jusqu'à 700 000 logements par an, mais cette activité était devenue une bulle. Depuis 2010, plusieurs plans d'austérité ont été votés à Madrid avec de fortes coupes dans les dépenses publiques, la diminution des salaires des fonctionnaires et une réforme du marché du travail négocié avec les syndicats. Il lui a fallu ensuite un plan d'aide pour consolider son système bancaire et en 2012, le mécanisme européen de stabilité, le MES, lui a prêté 41 milliards d'euros. Des banques régionales et principalement des caisses d'épargne ont dû soit fusionner, soit disparaître. Et sa place aujourd'hui à l'Espagne ? L'Espagne est la 4e économie de la zone euro puisqu'elle vient de renouer avec la croissance depuis l'année dernière et on attend un chiffre de 3,3% pour cette année. Elle apporte 10,3 milliards d'euros au budget de l'Union européenne, mais comme c'est un pays bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il reçoit plus qu'il ne donne, elle reçoit de l'UE 13 milliards d'euros par an. Au Parlement européen, l'Espagne compte 54 eurodéputés et son commissaire à Bruxelles est Miguel Arias Cañete, qui est chargé de l'énergie et du climat au sein de la Commission européenne. Barbara Loyer, le résultat de ces législatives, est-ce qu'elles auront un impact ou pas sur l'Union européenne directement ? Sur l'Union européenne en tant que telle, en fait, tout dépend du résultat. Si c'est une coalition de partis de gauche qui élit un Premier ministre de gauche, les programmes qui ont été proposés visent à réformer justement la fameuse loi du travail, donc de changer l'orientation de l'économie espagnole vers moins d'austérité. Donc forcément, ça aura un impact sur les discussions au niveau européen. Si c'est au contraire Mariano Rajoy qui parvient à se faire réélire, même s'il n'a pas la majorité absolue au gouvernement, mais grâce à un certain nombre de pactes à l'intérieur du Parlement, eh bien, on aura une continuité et donc du coup, l'impact sera plus faible. Donc je pense que ça dépend beaucoup des résultats. Il me semble néanmoins que les citoyens européens devraient considérer cette élection comme un exemple, non pas un modèle, mais un exemple de comportement démocratique en Europe. Je pense qu'il nous donne une belle leçon. Et justement, la situation en Espagne aujourd'hui, un bel exemple pour le reste de l'Europe, Juan José Dorado ? Je pense que oui. Déjà parce que aujourd'hui, a priori, on va frôler les 80% des participations. Ce qui est très important quand on voit ce qui se passe il y a une semaine en France, ici, par exemple. Un bel exemple aussi parce que on a parlé des 3 leaders de Podemos, du Parti Socialiste et des Ciudadanos, qui ont tous moins de 40 ans, 43 ans pour Pedro Sánchez. Mais on a oublié Alberto Garzón, qui est le leader du Parti communiste, de la gauche unique, qui a 30 ans. Donc il y a une vitalité dans la vie politique espagnole qui ne se démonte pas depuis l'année 78. Donc à ce niveau-là, effectivement, l'Espagne est un pays qui joue la démocratie et qui fait des efforts. Et puis, il ne faut pas non plus oublier effectivement que les Espagnols, depuis l'arrivée de la Constitution de 78, ont toujours eu envie d'adhérer à l'Europe. Et il y a cet idéal européen qui s'est peut-être un tout petit peu dégonflé ces dernières années, mais il est toujours présent dans la plupart des partis espagnols. Donc à ce niveau-là, effectivement, les Espagnols, je pense qu'ils peuvent être un exemple, peut-être pas un modèle, mais vraiment un exemple à suivre pour beaucoup des démocraties qui ont du mal à aller faire voter ces électeurs. Enrique Guerrero, les Espagnols, ils ont quelle vision de l'Europe aujourd'hui ? Je vais répondre encore un peu à ce qui passerait s'il y a un gouvernement de gauche en Espagne en ce qui concerne l'Europe. Ça serait un moment vraiment intéressant parce que tout le sud de l'Europe serait gouverné par des progressistes ou des socialistes, soit Portugal, Espagne, la France, l'Italie, Malta, la Grèce. Alors, ça serait important pour compenser un peu l'hégémonie du Nord dans la politique européenne. Et en ce qui concerne la vision des Espagnols sur l'Europe, a été toujours très positive, mais maintenant, il y a, à cause de la crise, bien sûr, et à cause de la politique
d'austérité de l'Union européenne, il y a un criticisme qui n'existait pas il y a 10 ans. En tout cas, nous continuons à être un pays européiste. Nous sommes bien conscients que pour nous, être dans l'Union européenne, c'est beaucoup mieux qu'être en dehors. Et que c'est ce que nous voulons, c'est une Union européenne plus intégrée, plus projet politique et pas seulement marché unique. Et ça a été toujours la position du Parti socialiste et je crois que de la majorité des Espagnols. Alors c'est vrai que s'il gagne ou forme gouvernement Rajoy, rien ne va changer, mais s'il y a un changement de gouvernement, il va être un impact sur la politique européenne. Oui. Les invités cet après-midi de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, l'eurodéputé socialiste Enrique Guerrero, Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Región, et la politologue spécialiste de l'Espagne Barbara Loyer. Aujourd'hui, élection législative en Espagne, un changement en douceur peut-être, ou une quasi-révolution. Donc réponse d'ici ce soir avec déjà quelques éléments de réponse cet après-midi sur France Bleu. France Bleu 107.1, la musique qu'on écoute dans toute l'Europe. Une nouvelle pause en musique pour écouter ceux et celles qui se font remarquer chez nos voisins européens et susceptibles de bientôt s'inviter dans nos charts à nous, ou mieux, dans nos salles. Lui, par exemple, nouvel album qui vient de sortir, il est dans le top 5 des charts espagnols et il sera le 30 janvier prochain à la Philharmonie de Paris et en avril également au Grand Rex. C'est le pianiste Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi accompagné d'une jolie espagnole. Il est dans le top 5 des charts espagnols, sera le 30 janvier prochain à la Philharmonie et en avril au Grand Rex. En Allemagne, dans le top 5, à savoir une collaboration EFF entre Mark Forsus et Felix Jane. Dans le top 5 des charts allemands. Et enfin, direction la Suède, pour écouter celle qui est en passe de devenir une véritable égérie là-bas. Tous ses singles sont dans le top 20. Celui-ci décroche la 2e place, juste derrière Adele, c'est pour dire. Elle s'appelle Miriam Bryant. Så finns en kille här i stan som jag tänker på typ varje dag. Han har mitt hjärta i förvar, men aldrig ser jag honom mer. Men drick med mig ett sista glas, godnatt må glädjen lysa er. Elle est suédoise, Miriam Bryant. Toute la musique qu'on écoute en Europe, 2 sessions de charts tous les dimanches. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 tous les dimanches à 15h. Aujourd'hui, parce que nos voisins espagnols votent, on s'intéresse donc aux enjeux et à l'impact de ces législatives sur le reste de l'Europe. Alors dans 3 minutes, la conclusion de nos invités, mais d'abord l'agenda européen de la semaine à venir avec Marie-Christine Vallée. Eh bien écoutez, pendant ces 15 jours, ce sera la trêve de Noël et de fin d'année à Bruxelles et les institutions européennes seront au ralenti ou même fermées. Néanmoins, demain, la commissaire au commerce, Cecilia Malmström, sera réunie une nouvelle fois avec 2 ministres, un Ukrainien et un Russe,
pour de nouvelles négociations sur l'accord de libre-échange que l'Union européenne et l'Ukraine vont mettre en place à partir du 1er janvier. Il reste quand même un peu d'actualité puisque dès ce soir et toute la semaine, on ne manquera pas de commenter le résultat des élections espagnoles. Et puis un rappel, ce sont les derniers jours de la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne. Elle s'arrêtera le 31 décembre et le 1er janvier, ce sont les Pays-Bas qui prendront le relais pour 6 mois. L'actualité européenne à retrouver aussi via le site touteleurope.eu, site partenaire de votre émission. Jules Lastenay en une. En une, également les élections législatives espagnoles avec une data visualisation pour tout comprendre sur le scrutin et les forces en présence, des portraits détaillés de Mariano Rajoy et de Pedro Sánchez également, ainsi qu'un entretien avec une eurodéputée membre de Podemos. Vous pourrez également découvrir notre tout nouveau lexique du numérique pour tout comprendre sur ce que veut dire neutralité du net, géoblocking, GAFA, portabilité des données ou encore copyright. Et enfin, nous vous proposons également la vidéo de notre débat mensuel au Parlement européen, cette fois-ci sur les élections régionales françaises et ses enseignements pour l'Europe, bien sûr, avec Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, eurodéputée socialiste, et Jean-Marie Cavada du Centre, et qui est également parrain de cette émission Toute l'Europe sur France Bleu. Est-ce qu'il va bien, Jean-Marie ? Il avait l'air d'aller parfaitement. Il avait l'air d'aller. Votre émission, elle est en ligne sur touteleurope.eu et sur francebleu.fr. Pour la podcaster, vous la trouverez sur iTunes sous le nom 107.1 Toute l'Europe. Toute l'Europe sur France Bleu 107.1 avec touteleurope.eu. Les invités aujourd'hui de toute l'Europe sur France Bleu 107.1, l'eurodéputé socialiste Enrique Guerrero, Juan José Dorado, correspondant à Paris pour le groupe de presse La Réunion, et Barbara Loyer, politologue, spécialiste de l'Espagne. Juan José Dorado, les dernières estimations, elles donnent qui gagnant ? Alors, c'est le PP qui devrait gagner les élections, mais gagner ne veut pas dire gouverner. Mais a priori, ça serait Rajoy qui serait à nouveau président du gouvernement avec l'appui des Ciudadanos, même s'ils disent que non. Et peut-être aussi avec l'appui de quelques partis régionalistes. Alors pas moins d'un quart quand même de l'électorat n'aurait pas encore fait son choix. Des chances que comme en France, pour les dernières régionales, les Espagnols n'aillent pas voter ? Non, a priori, la participation des Espagnols va être massive, près des 80%, entre 75 et 80%. C'est vrai qu'il y a un quart des électeurs qui n'ont pas dit quel était leur choix, et parmi ce quart d'électeurs, il y a 62% des femmes. Et on sait que le vote des femmes va être très décisif. C'est pour cela que les dernières heures de campagne, au Parti socialiste, ils sont allés convaincre notamment les femmes qu'il fallait voter socialiste. Donc en fait, la clé du scrutin peut-être ce soir, c'est ces 62% des femmes parmi les abstentionnistes ou celles qui n'ont pas encore dit ceux qui vont voter. Enrique Guerrero, le PSOE, jusqu'à présent incontournable dans la vie politique espagnole, est-ce qu'il est en passe ou pas de se faire marginaliser ? C'est inquiétant ? Disons d'abord, comme vient de dire M. Dorado, il y a encore une portion assez considérable de gens qui n'ont pas décidé ou qui n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils vont voter. C'est quand les sondages ne sont pas très bons dans les dernières années en général en Europe et même en Espagne. Les sondages toujours ont sous-estimé les votes des PSOE et surestimé les votes de Podemos. Ça a arrivé à les élections de Catalogne, et aussi à les élections d'Andalousie et même dans les élections locales et régionales. Et c'est ce qu'on attend, c'est comme M. Dorado il a dit, une mobilisation à la fin des votes socialistes, surtout parmi les femmes. J'espère une situation très proche entre les PP et les partis socialistes, et on va voir ce soir qu'est-ce qu'il arrive. Barbara Loyer, cette année 2016 en Espagne, vous l'imaginez comment ? Compliqué. Elle va être compliquée parce qu'il n'y aura normalement pas de majorité absolue. Donc les négociations vont être complexes pour la nomination d'un Premier ministre. Les enjeux économiques aussi sont importants. Les décisions qui seront prises peuvent créer des désillusions. Il y a énormément d'attentes, énormément d'espoir, et donc la désillusion peut être à la mesure de l'illusion que les Espagnols, ou de la volonté de changement qu'ont les Espagnols. La marge d'un gouvernement aujourd'hui n'est quand même pas si importante que ça. Et par conséquent, oui, l'avenir peut être
compliqué, ce qui ne veut pas dire mauvais, mais compliqué. Merci à vous quatre. francebleu.fr, touteleurope.eu, votre émission elle est en ligne. Jules Lastenay, merci. Merci. Merci également à Marie-Christine Vallée. Merci Géraldine. Joyeux Noël, à l'année prochaine, puisque dimanche prochain à cette heure-ci, alors non pas le bleu habituel du drapeau européen, mais celui du maillot de nos rugbymen parisiens, ce sera le Boxing Day au Oyonnax, Stade Français sur France Bleu. Quant au premier dimanche de l'année, ce sera un best-of de toute l'Europe sur France Bleu 107.1.